Alors, c'est la courbe qui régit le changement. Alors, on va prendre un exemple un peu caricatural, vous m'excuserez, puis après, on passera à la situation actuelle. Imaginons qu'un cadre zélé dans une entreprise et son collègue de travail lui dit « Tu sais, il va y avoir des licenciements et tu es dans les licenciements. » La première réaction, ça va être le déni. C'est pas possible, on peut pas me licencier, j'ai tellement donné à l'entreprise, je me suis voué corps et âme à l'entreprise, donc c'est pas possible, c'est une erreur. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, il reçoit bien la lettre de licenciement, son collègue avait bien raison. Donc à ce moment-là, il va passer par la colère. Comment on a osé me licencier alors que moi j'ai tellement donné à l'entreprise, c'est pas juste, et puis mon collègue qui m'annonce ça, il n'est pas licencié, pourquoi moi, etc., etc. Et puis après, il se trouve que ce monsieur a 55 ans, il rentre dans la peur, mais est-ce que je vais retrouver un travail? Est-ce que ça sera possible de rebondir? Est-ce que je trouverai à nouveau une activité professionnelle? Est-ce que je suis capable de me réorienter? Et puis, il arrive au bout, vous voyez, à chaque fois, on descend dans l'énergie, il arrive à la dépression. Un petit peu. Voilà, la tristesse. Et ça, ce mécanisme, il est naturel de le passer. Notre cerveau doit passer par ces étapes. La colère, la peur, la dépression, la tristesse. Mais après, on va remonter et on va accepter la situation. Et finalement, on va se rendre compte que c'était peut-être l'opportunité de laisser ce travail qui nous ennuyait. On va pardonner à l'entreprise de nous avoir licenciés. On va être en quête de sens nouveau. On va repartir dans de nouvelles expérimentations jusqu'à arriver à une paix intérieure et une sérénité. Donc, vous voyez, on descend en énergie, on arrive au plus bas et on remonte en énergie. Alors, cette courbe, on l'appelle la vallée des larmes, vous comprenez pourquoi. On descend, on pleure, puis après, on remonte. Alors, ces étapes, on va les passer plus ou moins rapidement. Donc, quand on vit ces étapes, on a l'impression qu'on est faible. Pas du tout. Notre cerveau est fait pour les vivre. Alors, on va reprendre cette courbe, mais on va regarder la situation actuelle. Alors, on va regarder ce qui est intéressant pour le gouvernement quand il est dans cette partie décroissante. Le déni, bah ça c'est génial pour le gouvernement. C'est tous les gens qui disent, bah non, il y a aucune anomalie. Le gouvernement, il fait ce qu'il peut, etc. Donc, pas de danger. La colère. Alors, c'est bien, il y a des colères justifiées, mais la colère, ça permet de mettre une étiquette sur les gens. Alors, effectivement, on utilise habilement cette colère. C'est les antifas, c'est les gilets jaunes à une époque, c'est les gens qui sont complotistes aussi. Alors, je reviendrai sur le terme complot, parce que c'est vraiment une atteinte à la, comment dirais-je, quand on nous déclare complotiste, c'est comme si on nous avait enlevé l'appartenance à la société. Et ça, c'est le pire que puisse vivre un individu quand il est chassé de sa famille ou chassé du groupe. Chez les peuples traditionnels, quand on dit de quelqu'un qu'il est complotiste, ou que ça veut dire qu'il est chassé du groupe, bah c'est pire que d'aller en prison. La prison, c'est plus confortable que d'être chassé. On a tous besoin d'une appartenance. On a tous besoin de faire partie d'un groupe. C'est pour ça que la plupart des gens, au début, ils se protégeaient, ils avaient peur d'être complotistes. C'est comme si on perdait l'appartenance au groupe, à la société. Alors la peur, il y a des disciplines nouvelles qui sont nées, les collapsologues, les effondristes. Alors ceux-là, ils font peur, et puis effectivement, la peur est exploitée puisqu'on exploite la peur numéro 1 chez l'homme, c'est la peur de mourir. Et puis, le thème du virus, c'est vraiment la maladie et la peur de mourir. Et puis après, on a tous ceux qui sont dépressifs, et alors ceux-là, ils sont pas dangereux parce que ils se sont mis de côté, ils ne croient plus en rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener les gens dans cette partie-là, parce que vous voyez, là, on retrouve tout de suite de l'énergie. On abandonne la tourmente émotionnelle. Alors, je voudrais ajouter que dans mon travail de physicien, j'ai beaucoup travaillé sur le temps. Alors, on va dire que l'image qu'on a tous, c'est quelque chose qui s'écoule régulièrement, sans accélération ni décélération. Mais la physique théorique nous montre qu'il peut y avoir d'autres temporalités qui peuvent s'écouler plus rapidement que le présent. On va les appeler des futurs. Et comme ils n'ont pas encore une incidence sur le présent, on va les appeler les futurs potentiels. Et puis, il peut y avoir, à l'opposé, des temps qui s'écoulent plus lentement que le présent. On va les appeler passés potentiels. Et
ces deux temporalités qui encadrent le présent sont fondamentales et ils dépendent de nos émotions. Si on est dans la colère, la peur, la frustration, l'angoisse, etc., on va faire venir des potentialités qui ouvrent les portes d'un futur pas agréable, et on va appeler ça va introduire la chronique de Jean-Jacques, le grand reset, c'est-à-dire le formatage absolu, l'uniformisation. D'ailleurs, vous voyez bien que ce qu'on vit, c'est la fusion du communisme et du capitalisme. Le communisme, c'est mettre en commun, là, c'est uniformiser. Or, je vais faire une différence entre l'unité, qui est la somme des complémentarités, où chaque élément complémentaire du tout a sa place, et ce qu'on vit, c'est l'uniformisation. Et donc, on a utilisé les deux régimes politiques qu'on a fait fusionner. Le régime communiste avec sa désinformation, à l'époque, c'était la Pravda, et ceux qui ont connu l'ex-URSS ont vu exactement ça. Vous remplacez complotiste par ennemi de classe. Ou à une époque, le communisme, aux États-Unis, le McCarthyisme, c'était la pire des insultes, c'est l'équivalent du complotiste. Ou à une époque, en France et en Europe, on avait à la place du complotiste, tu fais partie d'une secte. Donc il faut toujours stigmatiser les gens de façon à les retirer du bon sens commun, leur enlever leur appartenance. Et c'est pour ça que même des gens qui avaient vu la situation avaient toujours en préambule « je ne suis pas complotiste ». Parce que être complotiste, c'est perdre son appartenance au groupe. Et c'est pour ça que ça a une force, ce terme. Et donc il est venu progressivement. Alors si effectivement on est plus dans une remontée d'énergie, on peut se dire, finalement, ce qui se passe, c'est l'opportunité d'une renaissance de l'humanité par un grand reset. Et en se connectant à la bienveillance pour soi, pour les autres, voir si on peut l'amour, les potentialités qu'on va pervenir seront complètement différentes. Et finalement, ce qu'on vit, c'est une guerre spirituelle. C'est la guerre de la lumière et de l'ombre. C'est la guerre du futur et du passé. Et si nous, on devient des vrais guerriers de lumière, on doit être de ce côté-là. Alors Philippe, il y a des gens qui aimeraient que le tableau, voilà, parce qu'on voit pas bien en bas, c'est vrai que le mot tristesse, à la limite, vous pourriez presque le mettre, voilà, comme ça, on vous voit, vous et le tableau. Voilà. Là à côté, le tableau à côté, juste que si on le recule un petit peu, peut-être que nos amis dans le chat le voient. Vous voyez, en bas, c'est écrit tristesse. Et ensuite, le premier mot, quand on remonte la vallée des larmes, c'est l'acceptation. Et ça, c'est important, parce qu'on l'a pas vu jusqu'à maintenant. Non, il faut accepter la situation. Ensuite, on pourra pardonner. On trouvera une quête de sens et une nouvelle expérimentation. Et enfin, le but, c'est d'arriver en haut, la paix intérieure et la sérénité. Et cette courbe, elle est fondamentale. Déjà, vous comprenez que quand on est dans la partie décroissante en énergie, on essaye de canaliser la société, la peur, la colère, la tristesse et le déni. Mais effectivement, on peut remonter de l'autre côté de la courbe. Alors, je voudrais dire deux mots de l'ingénierie sociale. Bon, tout le monde sait qu'Édouard Bernays est à l'origine de l'ingénierie sociale, mais là, l'ingénierie sociale est mise en mal parce que Édouard Bernays insistait vraiment sur le fait que le gouvernement devait être invisible. Il disait la manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes arrangées est fondamentale dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. C'est ce qu'il dit dans son ouvrage Propaganda de 1928. Donc, il s'est appuyé sur deux Français, Gustave Le Bon, qui a travaillé sur la psychologie de foule, et Gabriel Tardet, qui lui aussi a travaillé sur un processus qui est propre aux foules, c'est le processus d'imitation, qui transforme l'individu en une sorte d'âme-groupe. Et ce qu'on voit, c'est que en période de crise, il y a comme une régression. Alors, certains auditeurs ont peut-être entendu parler de l'analyse transactionnelle, mais nous avons simultanément en nous trois personnages. Un enfant, un adulte, un parent. En période de crise, on régresse. Et souvent, on va contacter l'enfant qu'on a été, bien qu'on soit adulte. Et on va contacter l'enfant docile ou l'enfant rebelle. Donc, effectivement, ceux qui ont tout de suite vu qui ont refusé, qui ont un principe de résistance, ont contacté leur enfant rebelle, et puis il y a beaucoup de gens qui ont contacté un enfant docile. Mais on peut en sortir. Mais en période de crise, il y a cette espèce de régression. Ensuite, on a besoin
de projeter sur ton gouvernement une sorte de protection paternelle. Voilà. Et donc, les gens ont un postulat qui est fort, c'est que le gouvernement nous veut du bien, comme les parents sont supposés, vis-à-vis des enfants, nous vouloir du bien. Et au bout d'un moment, ça devient illogique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on a habilement utilisé la dissonance cognitive. Alors, la dissonance cognitive, c'est quand un individu est confronté à deux logiques cognitives différentes et ces logiques vont s'affronter. Donc, est-ce qu'il faut porter le masque? On nous dit que le masque c'est pas utile, puis après il faut porter le masque. C'est ce qu'a fait l'OMS. On va pas vacciner, puis on va vacciner. En permanence, on est soumis à deux logiques contradictoires. Et le cerveau, il a du mal à supporter ça. Donc, généralement, il a tendance à éliminer la logique qui est partagée par le plus petit nombre au profit du plus grand nombre pour cette raison d'appartenance au groupe. Et à partir de là, il sort de cette espèce de tension qu'il a en lui. D'ailleurs, le mot français oxymoron le porte. Hein, quand vous dites ignorance encyclopédique, neige brûlante, j'oserais dire politicien honnête, en France évidemment, vous avez deux logiques incompatibles qui risquent d'être détonnants. Et en période de crise, on est vraiment dans ce qu'un autre Français appelait l'inhibition de l'action, c'est-à-dire un cerveau, avant d'être fait pour penser, c'est fait pour agir. Et là, en période de confinement, en période de couvre-feu, on peut ni fuir, ni agresser. Donc, il y a des gens qui vont s'auto-agresser, c'est une agressivité endogène, d'autres qui vont agresser les autres. Et en fin de compte, cette espèce de tension qui s'accumule en nous va amener beaucoup de gens à pointer du doigt celui qui serait pas conforme à l'appartenance du groupe, à la norme du groupe. Comme ça a été le cas en ex-URSS. Ne faisons pas la même chose qui s'est passé en URSS. L'erreur fondamentale, ça a été de désigner l'ennemi de classe et non pas l'ami de classe. On doit être tous unis. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz. Il dit 1% de la population mondiale détient tous les pouvoirs et met sous son joug 99% de la population mondiale. Donc, vous avez un point et une base. Vous reliez le point à la base, vous avez une structure pyramidale. Comment c'est possible? C'est possible par la désinformation, donc les médias, et la dissonance cognitive, tous les outils de l'ingénierie sociale qu'ils utilisent depuis des années, et puis surtout par la division. Si vous regardez le nombre de divisions qui ont été induits, il y a les pro-masques, les anti-masques, il y a ceux qui sont pro-Trump, anti-Trump, ceux qui veulent soutenir Macron, ceux qui ne veulent plus de Macron, ceux qui considèrent que Macron il est incompétent et ceux qui considèrent que c'est un traître. Oui, et on peut multiplier à l'infini. Il y a les pro-vaccinaux, ceux qui veulent la vaccination, ceux qui ne veulent pas la vaccination, et à chaque fois on divise. Sauf que en haut, c'est l'unité. Et nous, c'est la division. À nous de ne pas nous diviser, à nous de comprendre les vraies lois du temps, si j'ose dire, et devenons des vrais guerriers de lumière. Et à partir de là, la dissonance cognitive cessera d'opérer. Et on aura la possibilité d'agir, puisqu'on pourra aller chercher la potentialité qui nous amènera non pas au grand reset, mais plutôt au grand réveil.